Bonjour à tous, nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour parler éducation, un enjeu essentiel, notamment en Afrique, mais aussi dans le partenariat que l'Afrique noue avec l'Union européenne. Alors nous avons aujourd'hui des invités de marque, Madame la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation de la Côte d'Ivoire, Monsieur Max Orville, député européen du groupe Renew, très investi sur ces questions, et Monsieur Albert Nsejumva, excusez-moi si j'écorche un petit peu votre nom. Alors vous êtes ancien ministre de Rwanda, notamment sur les questions d'éducation et de formation professionnelle, et aujourd'hui vous êtes le secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, l'ADA. Je commencerai par vous, Monsieur Max Orville, puisque vous êtes l'hôte de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui à Bruxelles. Une conférence qui a pour thème principal l'éducation. Et si je résume le titre de la conférence, en quoi aujourd'hui l'Union européenne pourrait être utile dans son partenariat avec l'Afrique pour aider l'Afrique à mieux construire, pérenniser, étoffer, solidifier son système éducatif? Alors merci d'abord de nous donner l'occasion de parler d'éducation, mais si vous permettez, je voudrais un tout petit peu resituer un petit peu l'objectif de cette réunion. Politique et stratégie éducative pour l'Afrique, quel partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique? C'est une idée qui nous est venue suite à un échange avec mon ami Albert Nsejumva, ici présent, en septembre 2022. Parce que nous avons considéré que le partenariat entre l'Union africaine et l'Europe était aujourd'hui passablement dégradé sur le plan politique, sur le plan économique, et qu'il nous paraissait sain, utile et pertinent de retisser ces liens avec l'Afrique. Et donc, quoi de mieux que de parler éducation pour travailler ensemble. Et alors, cette éducation, ce n'est pas une vassalité, j'ai envie de dire, de l'Europe sur l'Afrique. C'est pas qu'est-ce que l'Europe veut faire en Afrique, ni comment aider l'Afrique. L'objectif final, c'est une coopération entre ces deux continents, sans vassalité aucune, sans domination de l'un sur l'autre, mais respectant l'identité africaine profondément, et en apportant ce que l'Union européenne sait faire, je crois, de mieux, apporter ses compétences pédagogiques, techniques, en termes de diplôme, en termes de formation. Ça, c'est la première étape. C'est pour ça précisément qu'on parle plutôt de partenariat. Voilà, mais c'est un partenariat véritablement épanouissant et gagnant-gagnant pour les deux. C'est ça l'objectif final. Et ce colloque est un premier pas dans lequel nous avons décidé de nous y investir complètement, en permettant de recevoir des personnalités africaines qui travaillent pour l'éducation dans leurs pays respectifs, et de voir avec eux comment nous allons travailler ensemble. D'accord. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous êtes au cœur de ces enjeux, confronté, j'allais dire, au quotidien à ce que représente l'éducation dans ses difficultés, dans ses contraintes. Je sais que vous avez commencé à intégrer un certain nombre de réformes structurelles sur la question de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment vous avez affronté, je veux dire, le défi? À quelles difficultés vous avez fait face et comment vous y répondez? Merci. La Côte d'Ivoire est honorée de participer à ce colloque d'une importance capitale de resserrement des liens entre l'Union européenne et l'Union africaine face à la Covid, face à un certain nombre de difficultés, dont pour la partie qu'on fait mène, on a un organe un outil qu'on appelle le PASEC. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec des enfants qui ne sachent pas lire et écrire au bout du cycle primaire. Alors, nous en étions conscients. Nous avons donc pris des mesures. Et la première mesure, c'était de savoir quel est le problème. Et nous avons donc initié ce qu'on appelle les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour regarder un peu dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que nous en sommes et où voulons-nous aller. Et sur la base de cela, nous avons fait des concertations nationales, participative, inclusive. Et la Côte d'Ivoire, comme un seul homme, s'est mise, j'allais dire, au chevet de l'école
Et à l'issue de cela, des recommandations sont sorties dans tous les domaines. Nous avons 6 axes prioritaires. Nous avons 4 grandes priorités, dont l'une porte sur l'enseignement, l'apprentissage fondamental, l'une porte sur la profession enseignante, la troisième porte sur l'éducation non formelle et la quatrième porte sur l'éducation numérique. Bien sûr, avec ces 4 grandes priorités, nous avons 42 leviers à actionner pour améliorer le système éducatif en Côte d'Ivoire, pour améliorer les performances, pour faire en sorte que l'apprentissage fondamental redevienne le cœur de la politique de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et vous voyez déjà quelques effets concrets de ces réformes, notamment sur l'apprentissage fondamental? Oui, sur l'apprentissage fondamental, des effets, bien sûr, on en voit. Une des grandes mesures prises dès que je suis arrivé, ça a été la réintroduction de la dictée classique. Parce que pour savoir lire, écrire, il y a la dictée. La maîtrise des fondamentaux. Voilà. Donc nous avons commencé par la maîtrise de la dictée, la réintroduction de la dictée. Nous avons fait en sorte que les curricula soient révisés. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un maillage dans l'encadrement des élèves, mais surtout qu'il y ait de la supervision des encadreurs, avec une amélioration de la formation des encadreurs. La formation qui était de 2 ans pour les encadreurs de 2 ans, cette formation est passée à 3 ans avec une année d'apprentissage aussi pour le formateur, c'est-à-dire une année qu'on appelle une année de stage, afin que l'enseignant se frotte aux réalités avant sa sortie de l'école. Voici déjà un exemple. Nous avons également fait en sorte que le canton Moreuil, qui était de 625 heures, passe à 1280 heures, avec en prime des activités de créativité. Donc, c'est vraiment un package pour l'instant que nous sommes en train de dérouler. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Albert Nsindjoumva, je rappelle, vous avez été ministre au Rwanda, aujourd'hui vous êtes le secrétaire exécutif de cette association pour le développement de l'éducation en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites concrètement avec cette association et à quelle réalité aujourd'hui vous êtes confronté en Afrique en termes d'éducation? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie d'abord d'avoir mis l'initiative que nous avons lancée avec mon ami le député Max. Maintenant, ça commence à se réaliser et nous espérons que le prochain événement se passera en Afrique. Hein. Je crois que ça serait important. Donc, pour revenir à votre question, d'abord, l'ADA a été créée dans le but de créer ce que j'appelle de promouvoir la mutualisation. Donc, je vous donne un exemple simple. La ministre vient de parler de ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Or, nous savons que sur le continent, les pays sont à différents niveaux de développement et de réforme. Donc, ce que nous sommes censés faire, ce que nous faisons, c'est justement de permettre aux pays de pouvoir mutualiser leurs efforts. Donc, ce que la Côte d'Ivoire a fait, qui a réussi, comment les autres pays peuvent apprendre de cela. Et donc, ça, c'est un des le partage des bonnes pratiques. Le partage des bonnes pratiques, de connaissances, c'est très important. Et c'est pour ce faire, évidemment, il faut faire des études, il faut faire des évaluations. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est de développer des partenariats. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a des défis énormes dans l'éducation. Oh, l'éducation, c'est la base de tout. Nous nous disons, d'un côté, l'éducation, c'est un droit fondamental et universel, mais plus, comme on met beaucoup de ressources, il faut voir s'il y a un retour à l'investissement. C'est ce qui va venir d'ailleurs dans la discussion qu'on aura cet après-midi. Donc l'ADA est là pour promouvoir ces bonnes pratiques, pour promouvoir cette mutualisation, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs qui pourrait être adapté dans le contexte africain. Je vous donne un exemple simple. Madame la ministre a parlé justement du numérique. On ne peut plus faire ça en numérique, c'est une réalité. La question, c'est comment intégrer effectivement le numérique dans l'éducation, pour notamment répondre aux besoins des enseignants, répondre aux besoins de la qualité des matières qui sont enseignées. Alors là, nous faisons appel au secteur privé
nous faisons appel aux pays qui sont déjà très avancés. Donc, pour vous donner l'exemple, le cas de l'Union européenne, nous sommes en discussion avec la Finlande, qui a une éducation de qualité. Comment apprendre de ce que la Finlande a réalisé et comment l'adapter dans le contexte africain? Donc voilà plus ou moins pour vous situer ce qu'il y a. Alors, il y a des défis, bien sûr. Il y a des défis. Encore une fois, je suis content que Madame la ministre a annoncé. Vous voyez, nous sommes passés par la Covid. Et la Covid nous a laissé énormément de difficultés en termes d'accès, d'équité, ainsi de suite. Et comment Parce que, y répondre? quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'après l'après-Covid, les taux d'enfants qui n'ont pas pu suivre un cursus sur les principes fondamentaux, l'apprentissage fondamental est assez élevé. On dépasse les 50% sur beaucoup de pays africains. Exactement, exactement. Donc il y a ce problème, justement, comme elle disait, il y a un problème d'apprentissage, de lecture déjà pour les jeunes, quand ils arrivent en fin de l'école primaire. Parce que ce que nous faisons avec nos partenaires, cet après-midi, on aura l'UNESCO qui sera présent, avec qui on travaille justement sur l'évaluation des acquis. On aura le forum, le partenaire mondial pour l'éducation, qui va montrer aussi ce qu'ils sont en train de faire dans la promotion justement des bonnes pratiques en éducation. Donc nous rassemblons tous ces partenaires et nous voyons comment ensemble on peut aider les pays à mieux répondre aux défis laissés par la Covid et d'autres défis en conséquence. Donc voilà, pour vous situer, ce que nous sommes en train de faire. Ici, c'est dans l'enseignement fondamental, mais nous touchons aussi à d'autres domaines de l'éducation également. D'accord. Monsieur Mbaxerville, vous expliquiez il y a quelques instants qu'il ne fallait pas envisager cette nouvelle relation entre l'Union européenne et l'Afrique sous, bien entendu, le sceau de la vassalité, que c'est normalement pour ça qu'on ne parle plus aujourd'hui de coopération-développement avec l'Afrique, on parle de partenariat. Il y a quelques mois, la commissaire chargée de ces questions, la commissaire européenne chargée de ces questions expliquait que l'intention de l'Union européenne était de porter de 7 à 10% les dépenses consacrées à l'éducation dans les pays partenaires. 7 à 10%, ça peut paraître important. J'imagine que ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous y voyez quand même déjà de votre côté une prise de conscience par les Européens qu'il faut envisager la coopération avec l'Afrique d'une manière différente, d'une façon différente de ce qui a été fait ces dernières dizaines d'années? Oui, tout à fait. C'est exactement le cas. Vous l'avez dit, sur le plan financier, c'est une aide qui est plus conséquente. Comme le vient de le dire mon ami Albert, il conviendra d'évaluer. Parce qu'on ne peut pas non plus ouvrir les mannes des finances européennes si on n'a pas un retour sur investissement et si on n'a pas un dialogue permanent, fiable et constructif. Donc moi je me réjouis de tout ce que je viens d'entendre. J'ajouterais également que l'éducation en Afrique, on l'a signalé, il y a eu la Covid qui a laissé bon nombre d'enfants non scolarisés. Mais il y a aussi d'autres pays où, en raison de guerres civiles, nous avons des enfants qui ne sont pas à l'école. Qui sont ce qu'on appelle des enfants soldats. Ça représente 40% un petit peu dans certains pays. Il y a des millions d'enfants qui sont au bord de la route et comme le disait Albert, l'éducation est un droit fondamental. Et c'est un droit fondamental qui... j'ai beaucoup aimé les propos de Madame la Ministre sur la dictée, parce que l'enseignant que je suis, j'aurais très envie de recommander ça à nos propres pays occidentaux de renouer avec la dictée. Mais en tout état de cause, c'est fondamental parce que l'éducation est le lien qui nous permet non pas de nous faire la guerre, mais de dialoguer, de transcender le passé. Parce que le passé a été douloureux, le passé est compliqué. Et l'Union européenne, la première discussion que j'avais eue avec Albert, j'en fais état ici, je lui avais dit, mais comment restaurer des liens avec l'Afrique fiables, oubliant le passé, oubliant la colonisation, oubliant tout ce qui fâche. Et il m'a décliné cela en 3 points. Le premier point, l'Union européenne, vous avez la formation et les diplômes, c'est-à-dire que vous pouvez nous aider à former nos étudiants africains. Deuxième point, vous pouvez nous aider à organiser avec nous la mobilité des personnes formées, c'est-à-dire qu'un Béninois pourrait aller en Côte d'Ivoire, etc. Et à très long terme, l'Union européenne a réussi son marché économique européen. Aidez-nous à mettre en place l'Union économique africaine. Donc j'ai trouvé que cette ambition était excellente et nous avons convenu que l'éducation est le premier
maillon, la première clé. Et je souhaite effectivement que cette première conférence, qui va réunir aussi bien des hauts dignitaires, des hauts responsables africains que des responsables européens, mais également des personnalités qui vont faire état des bonnes pratiques constatées. Cette conférence va nous permettre, d'être le premier pas et deuxièmement, de sortir de là avec quelques propositions. D'accord, merci. Madame la ministre, je vais vous poser la question de façon un peu directe. Que peut-on attendre aujourd'hui de l'Union européenne et des pays africains? J'imagine que vous avez des contacts réguliers avec les responsables européens, avec vos homologues des différents États membres de l'Union européenne. Monsieur Albert Nsenjuma disait il y a quelques instants, par exemple, sur la question du numérique, qu'il pouvait y avoir une coopération particulière avec la Finlande. Est-ce que vous avez des attentes comme ça particulières, concrètes, en termes de partenariat avec l'Union européenne, sur des sujets particuliers, la qualification des enseignants, par exemple, en allant chercher les bonnes pratiques là où elles sont? Les attentes, elles sont nombreuses dans un partenariat gagnant-gagnant entre l'Union européenne et l'Union africaine en matière d'éducation. Je crois d'entrée de jeu, on a parlé de synergie d'action. Si je veux ramener à la Côte d'Ivoire, nous avons les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à planifier et à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Et sur 3 ans, par exemple, ça va nous coûter en francs CFA 866 milliards. Nous avons déjà réussi la mobilisation de pratiquement la moitié, mais le reste est à mobiliser. Je pense que dans un cadre de partenariat, l'Union européenne pourrait accompagner l'Afrique. Développement de partenariats sur des sujets bien précis. La moitié qui a été mobilisée, par exemple, c'est en fonction des différentes priorités que nous avons. Certaines mobilisations ont été faites. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de certains partenaires, mais sur la qualification des enseignants, la motivation des enseignants, la révision et le contenu des curricula. Enfin, je veux dire, c'est comme un panier de projets et chaque partenaire puise dans ce panier le projet qui l'intéresse. Il y a donc cela. Et puis, je crois que Albert parlait tout à l'heure de la question de partage de bonnes pratiques. L'Union européenne pourrait être, par rapport à cette plateforme, en collaboration avec l'ADA, comme une sorte de hub. Je pèse mes mots, une sorte de hub pour aider à créer cette synergie. Et plusieurs autres projets peuvent, en plus du développement de partenariats, en plus de cette coopération, en plus d'aider à partager les bonnes pratiques, nous avons un élément que je trouve pertinent, qui est la question de la mesure de nos performances. Comment l'Europe, qui, je ne dis pas, ce n'est pas de l'évolutionnisme, mais je veux dire, l'Europe qui a des outils, peut partager ces outils avec l'Afrique pour aider à mesurer. La mesure nous permet d'améliorer nos performances. Monsieur Nsenjuma, concrètement, comment est-ce que ce partenariat pourrait se matérialiser? Je regardais sur votre site ce que vous faites entre pays africains. Je dis, est-ce que, de façon concrète, ce serait d'organiser des séminaires, des échanges d'enseignants, de confronter les étudiants, les élèves africains à des pratiques en Europe? Comment est-ce que vous imaginez concrètement mettre ce partenariat en œuvre? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment une question pertinente. Je vais partir sur des exemples concrets. Prenons l'exemple. Nous savons tous que la question de la capacité de l'enseignant, à tous les niveaux d'éducation, et en particulier dans l'enseignement fondamental, est capitale. Si on n'arrive pas à former des enseignants, tant des enseignants qui sont encore au niveau de leurs études que des enseignants qui sont déjà dans le système, si on n'arrive pas à améliorer leur qualité, et quand je dis la qualité d'un enseignant, ça passe par d'abord l'aspect technique, maîtrise de la matière, 2, ça passe par les aspects pédagogiques, et puis enfin, comme Madame la ministre le disait, ça passe sur la maîtrise des outils, le numérique, la capacité de faire l'évaluation des acquis. Donc ça c'est fondamental. Donc sur cette question,
Le partenariat serait de dire, en regardant autour de l'Europe, il y a des pays qui sont quand même très avancés en la matière. Je prenais l'exemple de la Finlande. Pourquoi je reviens toujours à la Finlande? Quand on regarde sur l'évaluation mondiale, donc vous savez ce qu'on appelle PISA, la Finlande est un des pays qui est venu de loin et qui a su développer ce là. Prenons l'exemple. Essayez de comprendre comment la Finlande l'a fait. Faire une sorte d'étude dans certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, pour voir comment la Côte d'Ivoire est en train de répondre aux besoins des enseignants, et ensuite faire des propositions, comment adapter le système dans le contexte ivoirien. C'est un exemple très simple. Et si jamais on peut faire même des phases pilotes et que ça réussit, nous, ça nous donne de la matière pour aller partager justement dans le cadre de la mutualisation. Ça, c'était un exemple concret. Un deuxième exemple. Il y a un problème important en Afrique aujourd'hui que nous sommes en train de faire une étude sur l'enseignement secondaire. Comment le problème se situe? Il y a un effort important qui a été fait pour augmenter le nombre de jeunes qui entrent dans l'enseignement secondaire. Mais le problème, c'est qu'à la sortie de l'enseignement secondaire, tous ces jeunes n'ont pas la capacité de continuer l'université ou dans l'enseignement supérieur. Et du coup, on les retrouve dans la rue. Comment faire en sorte d'introduire des matières que je dirais, on appelle professionnelles au niveau de l'enseignement secondaire, pour que si jamais un jeune n'est plus en mesure d'entrer en université, il puisse au moins avoir des compétences à pratiquer sur le marché du travail. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit nécessairement aller vers l'université. Ça, c'est une question fondamentale qu'on retrouve dans la plupart de nos pays africains. Donc, comment faire en sorte d'introduire, de revisiter le curriculum de l'enseignement secondaire pour permettre aux jeunes, une fois qu'ils ont terminé les études, d'avoir un minimum de compétences pour entrer sur le marché du travail sans devoir attendre. Donc, encore une fois, ici en Europe, je prends l'exemple de l'Allemagne, elle a développé un système qui aujourd'hui est un modèle qui permet effectivement à ces jeunes d'acquérir des connaissances pratiques qui leur permettent d'entrer directement sur le marché du travail. On sait très bien que l'emploi des jeunes en Afrique est une question fondamentale. D'accord. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre échange. Est-ce que vous voulez longtemps conclure en quelques mots très brefs ? En quelques mots très brefs, eh bien, je me réjouis de la présence de nos amis africains. Je crois que cette relation doit transcender le tête-à-tête habituel pour arriver au cœur à cœur. C'est-à-dire, c'est ça le gagnant-gagnant. Il faut que demain, l'Union européenne et l'Union africaine battent d'un même cœur. Monsieur le député, merci. Madame la ministre, merci de votre participation, de votre présence aujourd'hui à Bruxelles. Monsieur Ntumvuma également, merci à vous. Et puis, on attend beaucoup plus de cette conférence dans quelques heures qui va réunir tous les acteurs européens et africains sur ce sujet fondamental. Merci à vous. Merci beaucoup.